La réalité, en fait, quand on œuvre de cette manière-là, dans l'humanitaire, quand on œuvre dans le social, quand on fait ces choses-là, en réalité, bien évidemment, dans ta question, il y a la réponse. On s'aide soi-même, en fait. On s'aide à grandir soi-même. C'est réellement... Moi, je me suis toujours posé la question de quelle était ma place, en quoi je pouvais me réaliser dans le monde, en quoi je pouvais faire quelque chose qui allait laisser une empreinte. C'est quelque chose de super important de laisser une empreinte, je trouve, pour ceux qu'il y a derrière nous. Et c'est vrai que ouais, c'est ça la réponse réellement, ça en fait qu'on s'aide soi-même en faisant ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est en détresse? Oui, parce que je pense, et c'est pas pour faire de la promo, mais sur le morceau que j'ai écrit notamment pour Life, pour le Giving Tuesday, c'est exactement ce que je dis. La main qui donne est tout autant dans le besoin. La main qui donne, avec les donateurs, etc., en tant que donateur, il ne faut pas qu'on ait ce positionnement en fait de penser qu'on est meilleur que l'autre ou que par notre apport financier, on peut apporter en fait quelque chose de mieux ou qu'on est mieux placé. C'est ce que je veux dire. En vérité, la main qui donne, elle a tout autant de besoins. Elle a tout autant. Et d'ailleurs, on le voit. Hein, on le voit. Il suffit de voir la réaction qu'on a lorsqu'on est physiquement dans ces pays-là, qu'on entre dans un village ou qu'on entre et qu'on est à la rencontre en fait de valeurs qui sont aux antipodes des nôtres. On se rend compte en fait du besoin qu'on a quelque part, de ces choses qui résonnent en nous que nous on n'a plus. Et c'est là que finalement l'échange il est intéressant. Le fait de s'entreconnaître, c'est super intéressant. C'est-à-dire toi tu as eu l'occasion de partir par toi-même? Non. Pas encore. C'est des choses que j'ai jamais réellement faites. Pourtant t'en parles comme si tu l'avais vécu. Bah c'est ça le truc, c'est qu'en fait à force, c'est ça j'ai envie de dire le pouvoir artistique. C'est qu'à force de se synchroniser dans le langage, dans les mots, dans le verbe, à force de se synchroniser à une cause, j'ai écrit pour la Palestine, j'ai écrit pour les Rohingyas, j'ai écrit pour la Syrie, j'ai écrit pour le social, pour Haïti, j'ai écrit pour les questions sociales et politiques françaises. À force finalement de faire ce travail-là de recherche, on prend en fait on se transporte. On se transporte et finalement on arrive à donner un parfum, à donner une image, en fait, à rendre les paraboles, les métaphores, les textes imagés et tout ça. Et c'est ça qui fait voyager les gens. Et notamment, c'est ce que je dis quand je vois tes vidéos, je voyage, tu remplis une case en moi. Tu vois ? Tu remplis une case qui me manque, parce que moi j'ai l'impression d'être ici. C'est très facile de partir. C'est très facile aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans notre condition, de prendre un billet, de partir, etc. Mais pourtant, on n'arrive pas forcément à le faire. On a certaines contraintes. D'autres personnes sont là pour nous faire voyager. D'autres personnes qui font l'action, des gens qui vont être dans l'action, des gens qui vont l'écrire, des gens qui vont alerter, des gens qui vont en parler, te font voyager et te font finalement connaître l'autre. Selon toi, du coup, j'aimerais vraiment savoir ton point de vue, parce que du coup, moi j'avais vraiment l'impression que tu étais parti. Selon toi, qu'est-ce qui fait que y ait des gens qui partent et d'autres qui restent? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui vont partir facilement selon toi et d'autres gens qui vont avoir cette difficulté à partir? Je pense que tout est dans ce nœud qu'on a dans le ventre et qu'on n'arrive pas à expliquer. Pour ceux qui ne partent pas en tout cas. Pour ceux qui n'arrivent pas à partir, il y a quelque chose qui fait que il faut presque pour certains une situation d'urgence pour pouvoir partir. Il faut qu'il se passe quelque chose de grave, comme on dit dans le storytelling et comme dans les films finalement. C'est ce côté où il y a le monde ordinaire et puis d'un coup, bam, il y a un appel. Il y a quelque chose qui se passe et qui fait que malgré tes peurs, malgré ces choses-là, il faut partir à l'action. Alors par rapport à ta question, ceux qui partent, c'est peut-être qu'en effet, ils essayent en effet en parcourant le monde, en allant à l'autre bout du monde, d'aller chercher une pièce du puzzle qu'ils ont laissé en eux-mêmes, ou ici, ou à l'endroit où ils étaient. Tu vois ? Et en fait, ils ont besoin, c'est des gens qui ont besoin, des fois, d'aller le chercher très loin pour mieux revenir.
D'où l'adage que j'utilise, je dis adage, mais je l'utilise aussi dans une de mes chansons, pars, plus fort tu reviendras. Parce qu'il y a ce côté de traversée du désert. Et c'est super intéressant ce côté traversée du désert, parce que les voyages les plus puissants, c'est pas forcément ceux qu'on fait à l'autre bout du monde physiquement. Quelquefois, les voyages les plus puissants, c'est ceux qui sont intérieurs. Le voyage intérieur, quelquefois, il est beaucoup plus difficile en termes de marche. On peut parcourir beaucoup plus de kilomètres qu'il y en a sur Terre, tu vois, qu'il y en a sur tout ce qu'on peut faire en termes de kilomètres à pied en traversant le monde et tout ça. Quelquefois, on se trouve mieux à l'extérieur en allant parcourir. C'est presque un arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. On se trouve mieux des fois à l'extérieur, c'est plus simple pour certains, pour cacher justement ce voyage intérieur, qui lui est plus compliqué. Et qui fait partie quelque part qui fait partie du cheminement, ce cheminement dont plusieurs spiritualités parlent même, hein. Du Coran à Confucius. Tout le monde parle de ce voyage, de ce tour du monde intérieur qui est compliqué. Donc certains sont paralysés et ne bougent pas, et voyagent en eux-mêmes, et d'autres arrivent à parcourir le monde, et justement à aller se construire à travers d'autres. Comment on fait pour voyager intérieurement? Voyager intérieurement, ça demande du silence. Ça demande énormément de silence, en fait. Et il y a quelque chose qui est assez incroyable, malgré tout, qu'il faut qu'on se dise, c'est que Es-Semir, comme c'est dit coraniquement, Es-Semir, l'écoute en fait. Écouter, c'est difficile. Écouter, c'est une pratique de haut niveau, c'est un sport de haut niveau en fait, l'écoute. Parce qu'on peut entendre quelqu'un, on peut comprendre quelqu'un. Quelqu'un qui va te parler dans une autre langue, tu peux l'entendre. Tu peux l'écouter. Mais après, il manque en fait quelque chose dans le processus. Dans l'écoute, il y a l'entente et la compréhension. Et écouter aujourd'hui, c'est dur. Maîtriser les silences pour écouter, c'est dur. Demande aujourd'hui à quelqu'un de se taire ne serait-ce que 30 secondes pour s'écouter, c'est difficile. Et aujourd'hui, ça, il y a des gens qui arrivent à le faire. Il y a des gens qui arrivent à faire silence en fait et entendre leur voix qui parle à l'intérieur. Là, si on fait l'exercice, là, si on s'arrête de parler pendant 30 secondes à peine, hein, n'importe qui fait ça, s'arrête de parler et s'écoute intérieurement, il va quand même voir, ça rejoint le voyage intérieur, il va quand même se rendre compte du bruit qu'il y a à l'intérieur dans ce silence. Il y a, malgré le fait qu'on se taise physiquement, il y a du bruit énorme encore à l'intérieur. Il y a énormément de voix. Énormément de voix internes. Ce bruit, on peut l'arrêter? Ouais, je pense qu'il ne s'arrêtera pas, mais en tout cas, on peut le synchroniser. Je pense qu'il peut se synchroniser. Et le synchroniser, ça veut dire, finalement, mettre à peu près d'accord les voix de l'intérieur et les voix de l'extérieur. Les mettre à peu près d'accord. Et ça, moi, le moyen que j'ai trouvé pour le faire, c'est l'écriture. Parce que dans l'écriture, en fait, quand on est un rappeur, quand on est un slammer, quand on est un poète, un scénariste, un écrivain, peu importe. Toute personne qui écrit, j'ai envie de dire même un jeune qui prend son texto et qui va écrire à une personne qui lui plaît, par exemple. Un jeune qui va écrire à quelqu'un qui lui plaît, à une jeune fille. Il va écouter sa voix intérieure pour choisir ses mots. Il va effacer, il va refaire, il va griffonner sur le papier. En fait, l'écriture, c'est la meilleure façon de s'écouter intérieurement, parce que c'est le seul moment réel où justement tu essayes de mettre en accord et en synchronisation finalement cette voix intérieure et cette voix extérieure. Et c'est pour ça que ça, et je pense que c'est ce qui m'a amené petit à petit, moi en tout cas, à aimer et à être quelqu'un de spirituel. Parce que dans la spiritualité, on trouve ça. Dans les Écritures saintes, on trouve ça. On trouve ce rapport entre la parole, le silence, le temps, et en même temps, l'écriture. On trouve tous les aspects, en fait, dedans. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on devrait tous écrire? Est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de
De tous. Écrire, c'est à la portée de n'importe qui. C'est à la portée de n'importe qui dans le sens où on a tous forcément une histoire à raconter en fait. On a tous quelque chose à dire. Le fait qu'on parle, j'ai jamais croisé, j'ai croisé des gens en fait qui parlent pas beaucoup. Mon père, rahimullah, c'était quelqu'un de très intérieur, très dans l'introspection comme on dit. Il parlait pas beaucoup, il mesurait ses mots. Mais du coup, c'est rare les gens qui ne parlent jamais, qui ne disent rien. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une histoire, il y a toujours quelque chose qui t'arrive, il y a toujours quelque chose que tu ressens. Et donc ça, c'est des choses que tu peux placer en mode écriture. L'écriture, tout le monde peut le faire. Parce que tout le monde, il n'y a pas de... La créativité, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qui est... C'est pas un pouvoir magique, la créativité, c'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle. On n'est fait que de muscles et d'articulations en mouvement. Et toutes ces choses-là, en fait, il faut... on a un prolongement, c'est le stylo, et le prolongement de notre cerveau, et voilà, de faire couler tout ça sur le papier. Et je le répète encore une fois, franchement, tout le monde devrait écrire. Tout le monde devrait le faire. Et pourquoi je dis ça, c'est pas écrire un livre, mais au moins une phrase, au moins un objectif, au moins une chose comme ça. Parce qu'on sait très bien que, quelque part, le cerveau, quand il n'a pas d'objectif, quand il n'a pas un objectif qu'il écrit ou qu'il grave en lui, qu'il transmet dans sa tête, quelque part, le cerveau, il va se mettre en mode défaut. Et son mode défaut, c'est quoi? C'est ce dont on parlait tout à l'heure pour l'humanitaire. La peur, la paralysie, le stress, des choses comme ça. Hein, donc l'écriture, c'est quelque chose qui devrait être... c'est à la portée de tout le monde déjà, et ça devrait devenir un sport national. Il devrait y avoir des salles de sport d'écriture. Il devrait y en avoir. Ça serait quoi pour toi l'objectif ultime de ta vie? L'objectif ultime de ma vie, c'est une grande question ça. Parce que du coup, c'est se poser la question, c'est quoi l'essentiel en fait? Moi je l'entends en tout cas cette question comme c'est quoi la chose essentielle, ce que tu voudrais là laisser là tout de suite. Moi j'ai envie de être une lumière, c'est trop tendance, trop pompeux. J'aimerais... laisse-moi faire du silence, hein, du coup. Écouter les voix intérieures. Moi j'aimerais vraiment, en tout cas, que si j'ai laissé une parole ou si j'ai laissé quelque chose, que ça puisse servir à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'objectif de ma vie, c'est une grande question. C'est de ressentir en fait, de faire des choses dans lesquelles je ressens cette vibration que j'ai lorsque je monte sur une scène, lorsque j'écris, lorsque j'ai une discussion avec quelqu'un qui est inspirante, qui fait, tu vois, qu'on a ces moments de silence où on cogite, ces moments de rire, ces moments de frisson. Ça, c'est... si j'avais l'objectif d'une vie, ouais, ce serait que d'avoir des missions comme ça, un travail, des activités liées à ça, en fait, où toujours tu ressens ce plaisir et tu vois pas le temps passer. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais l'objectif de vie, c'est compliqué. Parce que l'objectif, là, moi, c'est comme si tu me demandais une montagne, alors que je suis quelqu'un qui a besoin de poser plein de petits cailloux avant de regarder cette grande montagne. Ça me paraît loin, l'objectif. Je comprends, je pense que tu as très bien répondu. Et justement, dans ta réponse, tu as dit que tu aimerais laisser une parole qui pourra servir. Toi, si tu pouvais me citer une parole qui t'a servi à toi, de qui elle était et qu'est-ce que c'était? Une parole qui m'a servi, soit quelqu'un de rigoureux, vraiment, soit rigoureux mais pas dans le sens d'acharné, pas d'un travail acharné, soit juste, c'est un conseil qu'on m'avait donné et il résonne très très fort. Parce que je me rends compte que j'arrive dans ma vie à transformer des situations au moment où je mets ça en place. Mais les moments où je ne le mets pas en place, je vais en parler tout de suite, les moments où je ne mets pas ce procédé en place,
C'est là le moment en fait où je me perds, où je procrastine, ou bien j'ai l'impression de plus avoir de but. C'est en fait, fais une chose, même 5 minutes. Même 5 minutes dans ta journée, tu vois. Mais fais des petites choses, mais au moins, c'est des choses que tu fais, tous les jours. Tu vois, c'est ça, c'est cette rigueur-là, en fait. Ça me fait kiffer. Parce que je me suis rendu compte que les fois où je le mettais en place, ça a toujours été une victoire. Ça a toujours été une victoire, un petit triomphe, un objectif atteint. Et donc, du coup, en effet, c'est des petits pas, une petite action, mais rigoureuse, tous les jours. C'est, par exemple, si je devais donner un exemple, c'est quand j'ai appris à lire l'arabe et donc après lire le Coran, à travers ça. Je suis parti vraiment de zéro, en autodidacte, en suivant un peu des vidéos, des choses comme ça. J'avais pas envie ni le temps d'aller dans un cursus vraiment scolaire. Mais du coup, je me suis rendu compte que ouais, cette régularité-là, d'ailleurs, je l'ai retrouvée aussi dans la musique. Hein. Tous les jours s'entraîner un peu, tous les jours écrire un peu, tous les jours peindre un peu si t'es un peintre, tous les jours bricoler un peu si t'es un bricoleur, faire un peu de cuisine ou de pâtisserie si t'es un pâtissier, 5 minutes par jour, ça fait de toi après quelqu'un... Ça donne un super résultat en vérité. Ça, c'est vraiment un très très bon conseil qu'on m'a donné. Je pense que c'est celui qui me sert et qui va me servir encore le plus. Faire le lien entre ce que tu dis là et l'humanitaire dont on parlait tout à l'heure, à ton avis, quelle action chacun d'entre nous pourrait mettre en place pendant 5 minutes chaque jour pour aider ces pays en voie d'émergence? C'est quoi la formulation? Je disais tout à l'heure en fait que dans l'humanitaire, on a vu beaucoup plus, en tout cas sur les aides politiques, pas les aides que font les gens, parce que heureusement, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans l'ombre et qui font beaucoup, qui donnent beaucoup. Mais d'un point de vue politique, on a vu plus rapidement changer le slogan « pays en voie de développement »,« pays en voie d'immersion », tout ça, que la solution qui était apportée en elle-même. Ça, c'est des choses qu'on voyait changer plus rapidement. Donc, une action à faire comme ça, 5 minutes, tout ça, pour aider les autres, dans l'humanitaire, c'est ça que tu demandes ? Le contact, la prise de conscience. Savoir que derrière des chiffres, il y a des êtres humains. Et ça veut dire qu'en fait, comment en fait on peut, pendant 5 minutes, s'imaginer que je vais faire le focus, par exemple, sur un visage, une situation, un peuple, une cause, etc. Pendant 5 minutes. Et essayer de comprendre humainement qui elle est. Au lieu d'être un chiffre, au lieu d'être une cause, parce que la Palestine, par exemple, pour cette cause-là, ça fait longtemps qu'on a écrit des textes, fait des manifestations et tout ça, mais tu vois comment on l'appelle, la cause. On l'appelle la Palestine. On l'appelle la bande de Gaza. Mais rarement, en fait, on fait attention à l'humain qui te ressemble. Donc s'il y avait une action à faire 5 minutes, il y a une action concrète et il y a une action de conscience. Conscientiser et une action concrète. Une action concrète, c'est de passer tout simplement par le don déjà. Le don déjà qui permet à un moment dans tu regardes en fait toutes les charges que tu as. Tu vas payer tel truc et tel truc. Je suis sûr il y a des charges qui tournent dont tu n'as même pas besoin forcément. Et donc ça, c'est quelque chose déjà que tu peux transformer financièrement et en faire par exemple un don. Ça, c'est dans l'action concrète. Mais après, il y a l'action conscientisée. Et l'action conscientisée, c'est quoi? C'est comme je viens de dire, au lieu de dire la Palestine, essayez de penser Fatima ou Mahmoud qui habitent à telle ville de Palestine, etc. Et de penser que c'est des gens comme moi, humainement. Essayez d'avoir ce qu'on appelle dans le terme coranique al-basara, en fait, ce changement d'angle de vue. Tu pars de ta situation pour essayer de regarder à partir de la sienne. Ça, c'est de la conscientisation. Parce que c'est comme le fait je vais rentrer un peu dans le spirituel, mais le fait de faire des invocations, c'est une bonne chose.
Mais s'il n'y a pas l'action derrière, il n'y a rien qui change dans la cause. L'invocation, en fait, c'est un dhikr, mais il doit être accompagné d'une action. C'est ça la dua. La dua, c'est tout un processus. Tu ne peux pas simplement invoquer. On a été combien à invoquer, même à Mecca, la 27e nuit du Ramadan. Tous, on faisait des du'as derrière Sudais, derrière les plus grands imams et tout ça. Est-ce que ça a changé la cause de ces pays-là? Non, parce qu'on n'y était pas, en termes de monde matériel. Et Dieu, il nous a donné, en fait, justement dans ce monde, voilà pourquoi c'est intéressant pour les gens qui voyagent et qui le parcourent. Ce qu'il nous a donné, c'est qu'il nous a donné de la symbolique, du symbolisme, et il nous a donné un monde matériel pour comprendre cette symbolique. On comprend c'est quoi s'enraciner quand on regarde un arbre. On comprend comment dire. La pomme, il faut l'expérimenter pour la comprendre. Ça, c'est ce qu'il dit mon prof de Coran tout le temps. Tu peux pas expliquer la pomme. Tu peux expliquer son pH, tout ça, mais il faut la croquer faut l'expérience pour comprendre c'est quoi une pomme. Parce que tu peux parler de pH et de trucs comme ça. Mais il faut la croquer, la pomme, pour comprendre l'expérience. Et le monde dans lequel on vit, il est pareil, en fait. Quand tu regardes le ciel, quand tu regardes les arbres, quand tu regardes les océans, comment ils fonctionnent, quand tu regardes tout ce mimétisme même qu'on essaye de faire, ceux qui ont inventé les plus puissants avions aujourd'hui, ils ont d'abord regardé un tout petit oiseau. Donc il y a cette partie symbolisme et il y a cette partie pratique et matérielle. Je pense que les deux choses à faire, c'est ça. Une action concrète, je donne, ou je participe à tel gala, ou à telle chose, là le Ramadan arrive, il y a plein d'actions humanitaires qui vont se faire, plein d'actions dans lesquelles on peut participer, et des actions qui sont à échelle humaine aujourd'hui. Parce que moi je me souviens dans les années 80, c'était dans tout ce qui était du monde de l'humanitaire et de la solidarité, des fois c'était beaucoup plus compliqué en fait dans les dons qui étaient demandés. Aujourd'hui c'est à portée de tous. On a tous un abonnement qu'on peut mettre de côté. Le truc c'est qu'il y a ça, il y a cette action concrète et il y a cette action de conscientiser. On peut parler de la situation au Mali, mais ne disons pas seulement le Mali, essayons de penser à Fatou qui est là-bas, ou à Mamadou, ou à des gens qui sont là sur place, et essayer de personnifier. C'est super important de personnifier. Très important, parce qu'en fait, on en revient à une échelle humaine. Là, je t'ai posé la question pour ces pays-là. Ouais. Quelle action concrète est-ce qu'on peut mettre en place pour contribuer à leur changement? Maintenant, je ressens cette question à notre personne. Quelles actions concrètes est-ce qu'on peut mettre en place pour se changer soi-même? Quelle action concrète mettre en place pour se changer soi-même? Soi-même, sa situation. C'est de... J'ai envie de te dire, déjà, ça commence par essayer de comprendre déjà un peu qui on est. Essayer de se connaître réellement. Déjà, commencer par là. Parce que c'est difficile de changer quelque chose qu'on croit connaître. Mais que c'est pas le bon... on n'a pas pris le bon angle forcément, vu que c'est pas une chose qu'on connaît vraiment. Je pense que déjà il faut commencer par se connaître soi pour pouvoir se changer. Déjà c'est la première chose. Et quelle action mettre en place pour le faire? C'est de pouvoir en fait, je vais en revenir à l'écriture, hein, mais parce que dans l'écriture il y a tout en fait. Il y a l'inconscient, il y a le conscient, il y a le mental et il y a le kinestique. Il y a tout qui y passe en fait. Et pourquoi je parle de l'écriture? Parce qu'en fait, on peut faire concrètement son bilan journalier. Et on peut se lever le matin, très tôt, ou non, pour ceux qui font la grasse matinée, mais on peut se lever le matin déjà et être dans un projet, dans un objectif, rien que dans sa journée. Rien que de faire de sa journée une vie déjà. Avoir comme objectif en fait que le soir, quand je dis faire de sa journée une vie, c'est que vraiment... C'est comme si l'objectif que tu vas atteindre le soir, dans ta journée, c'était un objectif de vie. Donc déjà, faire cet objectif-là le matin, l'écrire, déjà, et puis le soir, en faire le bilan, quand on revient. Quelque temps avant de se coucher. Même en l'écrivant dans le conscient, dans le subconscient, ça va laisser une marque. Ça va laisser quelque chose
qui va amener à changer. Donc si j'avais une action, moi, à donner, c'est le soir, le matin, faire son bilan, enfin faire un objectif, pardon, poser un objectif pour sa journée, et le soir, en faire le bilan par qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et après, commencer à le rapper. Non, je rigole. Après, commencer à rapper et à dire ça a marché, j'en veux encore. Ça, c'était un échec. Bah, soit j'essaye d'apprendre de ça, ou alors j'en veux plus. Faire en sorte de plus en vouloir. Mais déjà, au bout d'une semaine, rien qu'une semaine, avoir ce petit carnet et lire ces échecs et les choses qu'on a réussies, déjà c'est super important parce que tu laisses une trace que tu peux lire et que tu conscientises. C'est super important ça. Est-ce que tu as un exemple de choses que tu as entrepris qui s'est avéré être une réussite et que tu as décidé justement de conserver dans ton quotidien? Je suis pas un grand sportif, je pense que ça se voit. Je suis pas un grand sportif et je sais que ma motivation quelquefois elle est je suis très marrant moi en motivation parce que je suis un mec qui peut être gonflé pendant un jour. Je vais me gonfler de motivation et en fait je peux tout perdre dans les 2 prochains jours. Ça se dégonfle comme un ballon. Donc du coup, utiliser le bon mot. Exactement, ça se dégonfle. Donc du coup, vu que ma motivation elle a tout le temps besoin d'un chargeur, ce que je fais en fait c'est que j'inclus, par exemple si j'ai envie de faire du sport ou j'ai envie de faire une pratique qui s'assimile à du sport, je vais l'inclure dans un truc que je suis obligé de faire. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te donner un exemple. Je suis pas un sportif, je sais que je suis de ceux qui vont s'inscrire dans une salle de sport et qui au bout d'un moment l'abonnement il va tourner pendant une année, mais moi on m'a jamais vu à la salle, donc j'arrive pas à le placer, enfin j'arrive pas, c'est un grand mot. Ma motivation fait que je n'arrive pas à aller à la salle de sport. Voilà, j'ai pas réussi à le placer dans mon planning, soi-disant. Donc du coup ce que je fais, c'est que j'inclus le sport que je dois faire dans mon parcours. Par exemple, je vais me lever, là c'est ce que je fais actuellement, je vais me lever 1 heure plus tôt et je vais aller au boulot à pied au lieu de prendre le bus ou la voiture. Et ça me fait que je vais marcher pendant, là je suis à 10 bornes de mon boulot aller-retour, je vais faire 5 bornes aller, 5 bornes retour. Et je fais ça tous les jours, ben là j'ai inclus un truc sportif. Et là je me dis, et c'est super puissant parce que du coup tu te dis, eh, ça j'ai réussi à le mettre en place, j'ai réussi à en faire une habitude, et après tu es au magasin de jouer quoi. Enfin, tu fais alors quelle habitude je pourrais mettre en place comme ça que je peux inclure dans mon quotidien. Moi c'est ça ma formule. T'es pas un sportif, t'es quelqu'un qui n'aime pas écrire, t'es quelqu'un qui a du mal à faire un don ou des trucs comme ça, essaye de l'inclure dans une action que tu fais par habitude. Ou que t'es forcé ou obligé ou amené à faire. Tu vois? Un exemple de choses négatives, comment on se détache des habitudes peut-être négatives qu'on a l'habitude d'avoir? Comment on se détache de? Pardon? Des choses négatives. Là, on a parlé des réussites qu'on aimerait bien intégrer sur le long terme. Maintenant, qu'en est-il des choses négatives qu'on aimerait au contraire se détacher? Comme je t'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut les identifier en fait. Il faut les identifier, il faut mettre des mots dessus. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas pris conscience en fait que tu t'es enténébré ou que tu t'es mis dans un gouffre ou enseveli, tu vois, au point de plus voir la lumière qui fait que tu avances dans ta vie. Quand tu prends pas conscience de ça, quand tu ne le vois pas, déjà c'est compliqué. Alors il y a des gens qui peuvent vivre une vie entière sans s'en rendre compte, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut toujours, au moins dans ton entourage, quelqu'un qui te rappelle les choses. Même si c'est ton pote le plus relou, ou ta pote la plus relou. Là, le relou que tu as avec toi, là, celui qui te dit « tu devrais faire ça ». Souvent, ça passe de... Il y a toujours un pote comme ça dans les bandes avant, et après, ça se transforme en conjoint. mais c'est des bons... En fait, c'est pour ça qu'on se lie ensemble, et finalement que ça devienne notre... que ces gens-là deviennent notre complément.